Nous avons affaire à un texte en 2 mouvements à partir de Pour aller au château de Frapesle jusqu'à la ligne 17. Et à partir de la ligne 17, si cette femme, la fleur de son sexe, habite un lieu, etc., jusqu'à la fin du texte, des horizons estompés qui fuient en se contrariant. La première partie du texte, le premier mouvement, est en effet propre à caractériser un non-lieu, un espace déstabilisant, où le lecteur, de même que le personnage, déambule dans une accumulation de lieux. Pour le lecteur, c'est évidemment déstabilisant, puisque l'onomastique, la toponymie, est extrêmement présente et pose la question finalement de la valeur informative ou locative de ce début d'extrait. À croire que l'extrait cherche davantage à nous désorienter que réellement à nous relocaliser. La deuxième partie du texte assume totalement le lyrisme qui était en germe dans les premières mentions du texte, le lyrisme assumé à partir de la ligne 17, c'est-à-dire l'irruption de la femme en fait. Je suis saisie d'un étonnement, le temps verbal d'ailleurs, le passé simple marque bien la rupture et le sursaut qui est produit dans le texte. Cette deuxième section de texte inscrit le narrateur, le personnage qui déambule, le promeneur, et le lecteur, par ricochet, les inscrit dans une jouissance lyrique du paysage, une inspiration lyrique. Premier mouvement du texte, nous sommes frappés, disais-je, par l'accumulation du nombre de mentions de lieux, c'est-à-dire la topographie, toponymie plus précisément. Nous avons Frapesle, Charlemagne, ensuite nous avons le bassin hydrographique, le Cher, l'Indre. Nous retournons aux mentions locatives comme Champy, Frapesle, Chinon, Ballan, Montbazon, la Loire. Nous sommes donc face à une demi-douzaine de mentions de lieux qui ne parlent pas en vérité à n'importe quel lecteur, qui ne parlent qu'au provincial tourangeau, jusqu'à Montbazon et les châteaux et la Loire, évidemment, à la ligne 12. Quel intérêt, évidemment, à cette surabondance de mentions de lieux, sans doute mimer, traduire l'étourdissement du promeneur, qui voit défiler les paysages, évidemment, autour de lui, mais aussi poser la question de ce qui est réellement indicatif ou ne l'est pas, c'est-à-dire qu'un surplus d'informations noie le lecteur davantage qu'il ne balise son terrain. Deuxième chose, nous sommes dans une prise à partie du lecteur à partir de la ligne 5, évidemment, et nous sommes pris à témoin, ne serait-ce que parce que les nombreux démonstratifs s'élandent ce chemin, ou par exemple là, l'adverbe de lieu, qui ne parle qu'à ceux qui, évidemment, ou à cet aspect, éventuellement, au début de la ligne 16, nous sommes totalement pris à témoin de ce paysage. Cette première moitié de texte veut poser un paysage parlant, un paysage vivant pour le lecteur. Et là encore, il s'agit moins finalement de réellement lui indiquer des lieux que de créer les conditions d'une vie, et une vie amoureuse. De créer au fond un lieu inspirant, prêt à venir prendre à témoin, prêt à venir chercher le lecteur également. La douceur des lieux et l'installation dans un décor incitatif se retrouvent également dans les mentions amélioratives que nous avons, par exemple un bouquet de bois, ou encore le verbe bondir que nous avons à la ligne 14, ou la magnifique coupe d'émeraude. Alors là, c'est encore beaucoup plus clair, évidemment, avec magnifique, qui est un adjectif amélioratif. Cela se couple avec des mentions volontiers physiques. Je pense à la vallée, évidemment, bondir, les mouvements serpents, c'est-à-dire l'animation du paysage qui se voit doté de capacités de mouvement et d'une gestuelle très vivante. Le paysage émotionnel ici, incitatif, en plus est un paysage quasiment merveilleux qui s'anime sous nos yeux. Voilà les conditions très favorables et en même temps peut-être perturbantes pour le lecteur qui attendait du réalisme qui n'a pas lieu ici. Le but n'est absolument pas, je le redis, de situer le lecteur, en tout cas pas dans un paysage réel, mais dans un paysage imaginaire, imaginé, fantasmé, affectif, émotionnel. Une fois ce paysage émotionnel installé, nous nous retrouvons avec le deuxième mouvement du texte, et là nous avons véritablement l'explosion, l'épanouissement
du registre lyrique dans la suite du texte. D'abord, nous sommes frappés de voir que après des sujets qui étaient en fait les éléments naturels, c'était la vallée qui se découvrait, où c'était la coupe d'émeraude se roulait. Nous avons une prise en main du texte par une énonciation à la première personne qui surgit à la ligne 16. Je fus saisi d'un étonnement, ou je m'appuyais, ou je vis au penchant, je m'assis. C'est comme si finalement les conditions favorables de ce lyrisme, ou comme si le lyrisme en général, pouvait créer la possibilité d'une expression à la première personne qui s'assume. D'une certaine manière, c'est l'amour, l'inspiration qui construisent le narrateur et qui permettent donc de parler à la première personne. La pensée du narrateur, ou en tout cas le torrent émotionnel, la force émotionnelle de ces évocations paysagères et de ce sentiment amoureux diffus qui se répand dans le texte, de cette sensualité en fait qui se dépend dans le texte, se retrouve évidemment dans les mentions passives, hein, je fus saisi, le narrateur n'est pas tout à fait maître, hein, bien sûr, de son destin, et surtout le passé simple, disais-je, je fus saisi, je m'appuyais, qui marque la fulgurance des sentiments qui traversent le narrateur. Fulgurance qui est d'autant plus marquée que la typographie, avec le tiret à partir de la ligne 17, si cette femme, la fleur de son sexe, etc., le voici, met en valeur, met en exergue l'interrogative, qui est une interrogative dont on ne sait pas d'ailleurs si elle est rhétorique. Après tout, elle pourrait ne pas l'être. Le paysage et les émotions, on a un texte quasiment romantique, en tout cas qui veut imiter les schémas romantiques, semblent se fondre, semblent fusionner, puisque nous avons par exemple l'arbre confident, l'intimité avec l'arbre, hein, le groupe nominal, renvoie à un arbre finalement humanisé, ami du narrateur qui comprend et reçoit ses émotions. Mais narrateur qui est totalement à la merci des sentiments, ligne 22, mon cœur ne me trompait point, le sujet c'est mon cœur, qui renvoie au narrateur, c'est mon cœur mis en synecdoque, et le narrateur n'est présent que par le pronom complément, ne me trompez point. Frappant de voir que ce narrateur n'a pas ici de rôle d'action, hein, les verbes d'action étaient plus hauts en vérité pour le paysage. Le narrateur, lui, est condamné à des verbes de mouvement ou des verbes passifs, ou des verbes d'absence de mouvement, hein, c'est-à-dire être parti, se reposer ou s'asseoir. Tout est fait pour poser la contemplation au détriment de l'action. Contemplation qu'on retrouve dans l'abondance, là encore, des mentions de lieux. Alors, au penchant d'une lande, sous mon noyer, sous un albergier. Plusieurs parcelles. Alors, là encore, entre deux rives vertes, par exemple. C'est le paysage qui se déploie autour du narrateur. Au fond, le vrai sujet, c'est le paysage, naturellement, et le paysage ici prend toute la place. Au fond, le paysage nous rappelle qu'on est bien peu de choses face à notre paysage émotionnel et au paysage réel autour de nous. Les mentions, plutôt la ponctuation émotive, ligne 17, le voici, ou l'exclamation, je remarquais dans ces vignes, pour l'exclamation, ou même la mise en valeur typographique du lys dans cette vallée, qui est ici insistant avec l'inscription en lettres capitales. Tout cela est fait pour montrer que le narrateur vit des soubresauts sentimentaux et que son cœur, évidemment, s'agite au gré des émotions. Ça rend le texte, bien sûr, là aussi, la vraie vie, finalement, ce n'est pas l'action, c'est le sentiment. Aussi ce que nous dit ce texte. Le paysage, comme chez Colette, n'est jamais qu'un support. En vérité, il est là pour que lui soit plaqué, lui soit apposé la vraie vie des sentiments. Et petit à petit, cet infini, qui est le nouveau sujet, l'amour infini, s'étend, s'épanouit dans la phrase assez longue, hein, qui court de la ligne 31 de l'amour infini jusqu'à ce contrariant. On a une très très longue phrase. Si on devait l'analyser, effectivement, on pourrait remarquer la multiplicité des propositions, par exemple relative, dont mon âme est remplie, ou encore la relative qui s'avance entre les vignobles sur des coteaux que la rivière arrondit toujours différemment, donc on a un enchaînement de deux relatives, et une troisième relative qui fuit en se contrariant pour clôturer l'extrait. C'est-à-dire que tout est fait pour étendre les phrases, dilater la phrase, et
montrer effectivement que l'amour ici euh, produit, en réalité, le sentiment amoureux qui traverse le narrateur produit cet épanouissement grammatical et syntaxique. En conclusion, nous avons affaire à un texte qui n'est pas évidemment ce qu'il annonce. Le texte n'est pas un texte locatif, il n'est même pas un texte contemplatif, il est en vérité un texte qui célèbre l'amour, qui célèbre la vie du sentiment, qui célèbre aussi plus largement l'écriture de la vie du sentiment. Parce que ce qui est très frappant ici, c'est de voir comment petit à petit, de simples mentions locatives, nous arrivons à une véritable expansion lyrique dans la phrase. Au fond, écrire la beauté du paysage et les sentiments qui envahissent le narrateur, c'est aussi un moyen de rendre justice à l'écriture, qui peut se déployer bien plus déjà que ne font les fleuves ou les affluents au début du texte. La vraie vie est dans les sentiments et dans l'écriture. Voilà ce que nous dit le texte. Texte dont on peut imaginer qu'il a naturellement inspiré, évidemment, euh, Marcel Proust par la suite, et évidemment Colette. C'est-à-dire que la nature ici sert vraiment de révélation, en vérité, à la caractérisation des émotions du personnage. On apprend peu de choses en termes informatifs, en vérité. Ça se résume à très peu de choses. En vérité, le personnage est revenu sur les lieux de son enfance pour retrouver, voilà, il croit retrouver l'essence ou plus ou moins diffuse de la femme qu'il aime, la présence diffuse de la femme qu'il a aimée. Ça se résume à très peu de choses, ce texte. Et ce texte qui se résume à très peu de choses prend effectivement une trentaine, quarantaine de lignes, parce que l'enjeu est ailleurs. Donc ce texte est un non-lieu, ce texte est une non-description, ce texte est peut-être une narration, et plus encore, ce texte est surtout une célébration. Ce texte a vocation à exalter le sentiment, l'écriture du sentiment, et avec le lecteur, bien sûr, texte très sensuel, très sensoriel, très physique, très gestuel, à exalter aussi l'émotion partagée, c'est-à-dire à exalter le rapport littéraire.